Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler design et notamment du quotidien d'un designer avec Loïc. Yes. Loïc, je te laisse Ouais. lancer la présentation, s'il te plaît, puisque au menu du jour, donc on va voir une journée dans la peau d'un designer et notamment dans la peau de Loïc. Avec au sommaire, on va voir une petite introduction un petit peu de qu'est-ce qu'un web designer et tout ça. On va voir la journée type d'un designer, on va voir le process et les méthodologies qu'ils vont utiliser pour garantir la qualité de leur design, notamment chez Pilotine, parce que ça va être un retour d'expérience. On ne va pas essayer juste d'enfoncer des portes ouvertes. Le but, c'est vraiment de vous raconter comment ça fonctionne aujourd'hui dans une agence comme Pilotine pour que vous puissiez vous en inspirer ou justement faire à votre sauce. En tout cas, le process, la méthodologie, les bonnes pratiques pour designer son site web, enfin, toutes les sources d'inspiration que Loïc peut utiliser dans son quotidien et les outils incontournables. Et comme je vous l'avais prévenu un petit peu, je vous avais prévenu sur LinkedIn, Loïc va nous raconter un secret inavouable à un moment. Attention, donc soyez prêts, restez jusqu'au bout parce que le secret peut sortir à n'importe quel moment. Ça va être ouf. Donc on va passer à qui est Loïc. Et Loïc, eh bien, il est directeur artistique chez Pilotine. Il a Yes. 24 ans, tout neuf, mais déjà plein de bonnes pratiques et très très professionnel. Et du coup, ton gâteau préféré, c'est le moelleux au chocolat, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Pas très original, mais on reste sur les basiques. On reste sur les basiques. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi, Loïc? Non, bah, je suis arrivé chez Piotine il y a un petit peu moins d'un an maintenant, et puis ça se passe bien. Des projets sont cool. Non, vraiment bonne ambiance, et puis très content de faire partie de cette entreprise, quoi. Voilà. Bon, bah c'est cool. Et ben maintenant, c'est à toi. Alors toi, je sais que si tu veux nous parler un petit peu plus de toi, je sais que toi, tu aimes bien tout ce qui est toute la partie un peu plus créative du Ouais. design, donc de faire allez, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes petites préférences dans le design? Yes, bah, le design, c'est vraiment très large. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est toute la partie micro-interaction, animation, toute la partie interface utilisateur. Donc vraiment le web design, on va dire, au sens très très large. Hem, donc voilà un petit peu ce que j'apprécie le plus. Après je travaille, j'ai pas de mal à travailler sur toutes les parties charte graphique, création d'identité visuelle que j'apprécie énormément aussi. Mais voilà, mon petit péché mignon, on va dire, c'est vraiment les micro-interactions, créer des sections qui sont un peu originales, ce genre de choses, donc voilà. Ce qui fait toute la force des sites sur mesure qu'on fait un petit peu Ouais, chez Pilotine, quoi. exact, Pas juste prendre des templates c'est et ça, empiler des blogs, des trucs comme ça, mais c'est d'essayer ça. de trouver le petit plus qui fait la différence. Sortir un peu du cadre, ouais. Et notamment, toi, tu aimes bien aussi un peu l'aspect rigoureux, méthodique qu'on peut avoir dans le design. Ça fait partie aussi de tes qualités, si je ne m'abuse. Ouais, ouais, Notamment parce que tu bosses sur le Pilopress, notre fameuse librairie qu'on a développée c'est chez ça, Pilotine. Et ça t'aime bien aussi, mettre un peu de rigueur là-dedans, le côté un peu, ouais. euh, Ouais, c'est ça, comment dire. avec l'ensemble de l'équipe, on a travaillé du coup sur cette fameuse librairie et on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ce soit le plus clean possible et qu'elle soit utilisable par la suite par le plus grand nombre. Mm. Donc c'est vrai que c'était un gros boulot, de rigueur, de faire quelque chose de vraiment carré et du coup ça m'a pas mal plu parce que justement ça nous force à nous concentrer sur un sujet bien précis donc c'était vraiment cool, quoi. Ok, bon, on en reparlera à la toute fin. Ouais, Si vous restez jusqu'à la fin, on vous donnera un lien même pour pouvoir la télécharger complètement gratuitement. C'est-à-dire, c'est 3 ans de taf de nos designers que vous pouvez avoir gratos en un clic. Donc ça, c'est cool. Allez, yes. je te laisse enquiller, Loïc. C'est parti. Moi, je vais Ah bah, c'est m'occuper parti alors. d'animer un petit peu tout ça. Mais sinon, le chef, c'est toi aujourd'hui. C'est parti. Ouais. Alors du coup, la journée type d'un designer en agence, elle dépend énormément des projets qu'on a et surtout de l'avancement dans lequel on est dans les projets. Typiquement, on va pas avoir la même journée si on est en tout début d'un projet. On va avoir ce qu'on appelle chez nous du conseil et recherche, donc du temps qui est dédié, à la recherche, d'inspiration visuelle, à la recherche de typographie, de couleurs, de sections. Et si on est en fin de projet, on va plutôt avoir tendance à être sur de la passation, donc un travail plutôt avec les développeurs, où on va se mettre d'accord sur pas mal de choses pour, faciliter le développement, de notre site web. Donc du coup, en fait, la journée type, elle va un peu varier en fonction de où on en est dans un projet. Heu, Par contre, à travers chaque journée, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des petites routines, des petits trucs qui vont me permettre d'affiner un petit peu, ma journée et de faire en sorte justement que je puisse, avoir un processus de production qui est le plus qualitatif possible.
Donc, bah, au début, la première étape, c'est pas ultra original, mais c'est, lire ses mails, checker si, on n'a pas des retours clients qui sont arrivés, pendant la nuit, ça nous arrive, de regarder si on n'a pas des petites réunions qui se sont glissées, dans la journée et cetera. Ça va me permettre en fait d'affiner un peu ma journée par rapport au planning qui m'a été donné, enfin qu'on a prévu avec les chefs de projet en début de semaine. Donc ça vraiment c'est le truc un peu important, donc checker les mails, on va dire que je l'essaye de le faire 2 à 3 fois par jour, histoire de vraiment rien rater. Donc ça c'est un peu la première étape. Ensuite la deuxième étape, genre pendant 15-20 minutes, je me fais une petite veille, que ce soit sur Awards, Dribbble, que ce soit sur Pinterest, et cetera. En général, je privilégie plutôt, Awards, et Dribbble parce que c'est des outils où il y a énormément de contenus qui sont mis, tous les jours. Pour Donc ceux du qui en coup veulent plus, je crois, sur la veille, tu reviendras dessus après sur les ouais, sites. ouais, ouais, Ouais. on a tout un truc, On partagera les sites. yes, carrément. Du coup, ouais, voilà, je me fais 20-25 minutes de veille, histoire de voir un petit peu les nouveautés, et cetera. Et ensuite, aux alentours de 9h30, là, je débute vraiment mon processus de production pur, donc qui est alloué, au projet. Donc c'est là, en fait, je vais commencer à travailler sur l'ensemble de mes projets. En général, à Pilotine, on en a 2 voire 3 en simultané, mais pas dans les mêmes phases. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un projet qui va s'achever, un autre qui va commencer. Donc, on a rarement les mêmes phases de projet au même moment. Donc du coup, ça me permet, en fait, de, faire un petit truc assez simple. C'est que moi, j'aime bien que mes journées, elles soient structurées par bloc, assez large. C'est-à-dire que je vais travailler 3h30 sur un projet, puis 3h30 sur un autre projet. J'évite au maximum de faire des allers-retours pour justement éviter de passer à côté de trucs, de me déconcentrer. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire, au quotidien, c'est-à-dire de faire des tâches vraiment longues, coupées d'une pause où, bah, on va manger ou ce genre de choses, mais de faire vraiment des tâches longues pour éviter toute distraction. Donc ça, c'est un petit peu ma façon de bosser, à Pilotine. Et en toute fin de journée, alors là, Dieu merci, je suis pas avec un chef de projet pour, contredire mes dires, mais normalement, je suis censé loguer mes temps toutes les fins de journée, donc je me réserve un petit temps de genre 5 minutes où je log mes temps. Les chefs de projet vous diront que je suis pas si assidu que je le prétends dans cette petite, présentation, mais en gros, j'essaie de le faire, ouais, tous les jours. En général, ça arrive que je fasse 3 à 4 fois par, semaine, mais ça m'arrive aussi des fois d'oublier un jour ou 2 et du coup de devoir le faire, en fin de journée un peu plus longuement parce que j'ai oublié des jours. Mais sinon, j'essaie de le faire au maximum. Yes, petit point là-dessus qui peut être intéressant. C'est vrai au niveau de l'agence, en gros, donc on utilise Monday, donc c'est Ouais, l'outil qu'il y a. Là, je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse. On utilise Monday qui nous permet de segmenter toutes les tâches qui vont être réalisées dans un projet, histoire de ne pas oublier une des missions du projet. Et effectivement, de pouvoir mettre le temps qu'on a passé en face de chaque tâche. Ce qui est important au final, c'est de le faire toutes les semaines. Alors, pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin de la semaine, les temps soient justes, bah, c'est bien pourquoi pas le faire quotidiennement. Mais en général, il y en a certains qui vont utiliser un autre outil de gestion vraiment au quotidien. Il y en a d'autres qui vont faire avec Calendar. Il y en a d'autres qui vont faire avec je sais pas quoi. Tant qu'à la fin de la semaine, on sait à peu près où le temps a été passé, nous, ça nous permet de savoir bah, combien de temps a été passé au global sur le projet et à quel point on a été rentable ou pas sur le projet afin d'adapter après bah, tous les autres projets qu'on va signer par la suite et d'avoir un historique un petit peu. Donc c'est pour ça qu'en soi, si tu loupes une ou deux journées, c'est pas très grave, tant qu'à la fin de la semaine, le truc ouais, est plutôt clean, quoi. exactement. Donc voilà un petit peu pour ces petites routines, que j'essaye de mettre en place à mon échelle. Je pense que chaque designer chez Pilotine, a ses différentes routines, mais c'est vrai que je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire qu'on fait une petite veille, générale en début de journée et qu'on log nos temps à la fin. Donc voilà. Ensuite, on va passer un peu à l'étape suivante. Alors hop, je reviens sur la presse. À la deuxième partie du coup, c'est quels sont les process et les méthodologies utilisées pour garantir la qualité de son design. Donc à travers cette question, moi j'ai ciblé 6 grandes étapes, qui sont pour moi les étapes les plus importantes. Donc déjà, un truc qui est ultra important, c'est vraiment, en amont du projet. Il y a beaucoup de choses qui se passent en amont du projet, qui vont permettre par la suite de vraiment dérouler le projet et que le projet se passe bien. La première étape clé, c'est vraiment de définir le cadre du projet avec le client. En général, c'est les chefs de projet et l'avant-vente qui sont, à ce niveau-là. Donc c'est eux qui vont, prendre le besoin du client, s'il y a des spécificités pardon, techniques, s'il y a des comportements spéciaux sur le site, pardon. Tout ça, c'est les chefs de projet et l'avant-vente qui vont le prendre en compte et qui vont nous le transmettre. Nous, notre objectif à ce stade-là, c'est, de rechallenger un peu ça
pour proposer un site qui est le plus innovant et le plus adapté à la fois pour le client et à la fois pour les utilisateurs. La deuxième étape qui est ultra importante, je pense que c'est même l'étape la plus importante, c'est vraiment de sensibiliser le client, sur plusieurs points. Déjà sur les aspects design, les aspects techniques, c'est-à-dire que, par exemple, des fois, on a des clients qui sont ultra motivés, par leur projet, qui vont nous dire: «Bah, voilà, moi, pour mon design, j'aimerais des couleurs ultra flashy, des trucs, qui pop dans tous les sens» et là, notre rôle, c'est un peu de dire: «OK, c'est cool, mais calmons-nous. Prenons un peu de recul, faisons en sorte que ce soit, dans les tendances du web» et donc du coup, notre job là, c'est vraiment de dire à notre client: «Attention, si vous faites ça, vous risquez peut-être de passer à côté de certains objectifs que vous avez, de pas répondre à un besoin utilisateur particulier» et cetera. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Pour l'aspect technique, là, c'est plutôt les devs qui vont s'en charger. Par exemple, si, notre client veut une section particulière ou une fonctionnalité particulière, bah, là, leur rôle, ça va être de leur dire, «OK, ça, c'est possible dans le temps et dans le budget alloué. Ça, peut-être le prévoir pour une V2» et cetera. Et enfin, le dernier point sur, la sensibilisation du client, c'est de lui faire comprendre que, oui, c'est lui le client et c'est lui le décisionnaire enfin, qui va valider les étapes, mais, c'est pas forcément lui qui va utiliser le site. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on travaille aussi pour des utilisateurs finaux. Et ça, c'est ultra important de bien faire la différence. C'est-à-dire que, imaginons qu'on veuille refaire le site d'Amazon, Amazon, ils viennent nous voir. Notre objectif, c'est de faire un site, de refondre le site d'Amazon, mais de bien faire comprendre à Jeff Bezos qu'on travaille pas pour lui, enfin, qu'on travaille pour lui, mais qu'on travaille pas pour lui en tant qu'utilisateur, parce que lui, en général, il va pas sur son site. C'est plutôt qu'on doit mettre en place des processus pour des utilisateurs finaux qui ne sont pas forcément les mêmes que le client. Donc ça, c'est ultra important pour vraiment, bien faire comprendre aux clients qu'on travaille pour des utilisateurs et du coup, ça rejoint ce troisième point qui est de les connaître, ces utilisateurs, c'est-à-dire de savoir quelles sont nos cibles, quels sont, les personas types des gens qui vont aller sur ce site, pour tout simplement adapter notre design. Si par exemple on design, je sais pas moi, pour, un site pour des seniors, on va adapter notre design pour éviter par exemple des typographies toutes petites, très fines. Hem, on va plutôt, prendre en compte des typos un peu plus larges, une navigation plutôt simple. Donc ça, c'est vraiment ultra important de connaître ses utilisateurs. Donc en général, on essaie de faire des petits personas pour se mettre un peu dans la peau d'utilisateur. Et du coup, une fois qu'on a ça, il faut aussi connaître les objectifs clients. C'est vrai que le client, lui, il a aussi des objectifs. Parfois, c'est de la conversion sur certains produits. Des fois, c'est, attraper plus de leads sur une page, et cetera. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte parce qu'on va pas designer pareil en fonction, d'objectifs différents. Donc toutes ces étapes-là, elles vont nous permettre ensuite de créer une arborescence qui est cohérente. En général, à Pilotine, ce qui se passe, c'est que l'avant-vente et le client vont définir ensemble des catégories de pages, enfin des pages types. Hem, donc en fait, ils vont créer une espèce de mini arborescence au tout départ du projet et ensuite nous par la suite, on va essayer de rechallenger un peu cette arborescence, rajouter peut-être des sections qui sont manquantes, proposer aux clients, d'ajouter peut-être de séparer des pages parce qu'on trouve que c'est un petit peu trop fouillis. Enfin, notre but, ça va vraiment être de rechallenger ça pour que ce soit le plus agréable possible pour répondre justement aux besoins utilisateurs et aux besoins des objectifs du client. Pour en Heu, rajouter un petit peu sur cette étape, donc effectivement, les 4-5 premières années chez Pilotine, en fait, on avait les commerciaux qui signaient un budget et un délai qui était souvent compliqué à tenir et ainsi de suite. Et après, on balançait le projet au chef de projet qui se débrouillait avec le designer, le développeur pour faire en sorte que ça rentre. Mais toutes ces questions-là, toutes ces étapes clés dont parle Loïc, eh ben, il fallait les faire pendant le projet, donc c'était quand même assez galère. Là, quand même, depuis 2-3 ans maintenant, l'avant-vente est suffisamment capé pour définir ces différentes étapes-là afin d'avoir déjà 90% du boulot qui est fait. Et le but des designers, ça va être de rechallenger ça, de faire de l'amélioration là-dessus. Mais il y aura déjà le cadre du projet, le client aura été déjà le plus sensibilisé possible. On va déjà définir les utilisateurs, les objectifs, l'arborescence ou autre. Et comme le dit Loïc, eux, ils vont être là pour apporter leur touche là-dessus. Mais ils ne peuvent pas forcément s'occuper d'éléments commerciaux. Donc, ils sont quand même là pour la partie ergonomique et pour la partie design. Et donc, plus ils ont d'éléments en amont, plus leur valeur ajoutée, enfin, plus ils vont pouvoir apporter de la valeur sur ce travail initial en l'optimisant. Et donc, ils sont plus sur un travail voilà, de recherche et d'optimisation par rapport à tout ça. Mais effectivement, ce travail-là est le plus possible fait en amont
Parce que si on leur dit juste, tiens, j'ai trouvé un client, c'est Jeff Bezos, démerde-toi, fais un site, là, c'est plus compliqué, quoi. C'est vrai. Un Bon, on peu serait sur la content de tronche. bosser pour Jeff ou pas, mais en tout cas, ça ferait un joli budget. Exact. Donc du coup, en fait, bah, comme dit Julien, en fait, ces 5 premières étapes, elles sont un peu faites en amont. Après, nous, on vient ajouter justement notre petite patte. Par contre, la dernière étape, donc du coup, qui est de récolter des feedbacks d'autres designers, ça vient un peu à chaque étape clé, c'est-à-dire lorsqu'on va présenter des wireframes, lorsqu'on va présenter une charte graphique, par exemple, ou lorsqu'on va présenter le web design final. L'objectif, on a la chance à Pilotine d'être 4 designers, d'être 4 DA. Et du coup, on est un peu indépendant sur nos projets, c'est-à-dire que c'est rare les projets où on va être plusieurs dessus. Donc, par exemple, bah, chacun a son projet et le mène un peu à sa façon. Et du coup, c'est très cool parce que bah, on est un peu indépendant sur ça. Par contre, ça peut être un piège sur le côté, vu qu'on a la tête dans le guidon, vu qu'on est à fond sur notre projet, et bah, il y a des petites choses qu'on va pas forcément voir, des petites erreurs qu'on va faire. Et du coup, si on partage pas notre travail aux autres designers, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que on pourra pas tirer pleinement profit de l'expérience de chacun. Et du coup, on pourra pas réellement avoir un design qui est bah, vraiment très très cohérent, très propre, parce que justement on sera passé à côté de petites choses qui font que bah, si on avait demandé le feedback, eh ben, on aurait pu avoir ce genre de retour. Donc ça c'est une étape extrêmement importante tout au long du process de création. Donc du coup je recommande vraiment d'essayer d'avoir le plus de feedback possible. En plus ça va faire progresser forcément la personne qui a ces feedbacks. Donc c'est ultra ultra important. Donc voilà un petit peu pour les étapes clés. J'en ai cité que 6, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus. On peut citer par exemple, le fait de faire des itérations, régulières avec le client. Bon ça on le fait, régulièrement à Pilotine, c'est-à-dire que à chaque, fin de grosse milestone, on fait une petite réunion avec le client pour, être sûr que tout roule, donc à l'étape des wireframes, à l'étape des web design, pour toute la partie design. Donc c'est des choses qui sont importantes à mettre en place pour, vraiment aussi accompagner le client et pas être dans l'effet tunnel, c'est-à-dire on fait tout, le client il a le résultat final et si ça lui convient pas, bah, on doit tout refaire. Donc on essaye vraiment d'impliquer le plus possible le client dans notre démarche de création. Hop, je reviens à la presse. Du coup, les bonnes pratiques pour designer un site, elles sont nombreuses. J'en ai cité quelques-unes. Déjà, la première bonne pratique, c'est d'avoir le contenu du client. Alors ça peut paraître un peu rigolo de le dire comme ça, mais c'est vrai que si on n'a pas du tout de contenu textuel, si on n'a pas du tout de contenu graphique, bah en fait c'est ultra dur de pouvoir proposer quelque chose, parce que nous c'est ultra important d'avoir le texte, le contenu du client pour savoir comment on va mettre en forme ce contenu. Typiquement, si nous, dans les wireframes, on prévoit une section et qu'on n'a pas du tout le texte, lorsqu'on va avoir le texte final et qu'on se rend compte que le texte est beaucoup trop grand par rapport à la section, ça va nous demander un retravail et du coup, ça va être une perte de temps. Donc du coup, d'avoir le contenu, c'est, vraiment quelque chose d'assez essentiel. Du coup, que ce soit le contenu textuel ou bien, une mini charte graphique, du client, ça c'est vraiment extrêmement important et ça va permettre ensuite de dérouler vraiment le projet. C'est vraiment une des premières pierres qu'on doit avoir. Après, c'est vrai qu'il y a des clients, par exemple, qui ont pas forcément tout leur contenu ou qui, lors d'une refonte, savent pas forcément comment on va pouvoir réagencer leur site, donc ils ont pas forcément prévu de contenu, en amont. Mais c'est vrai que, de travailler avec les contenus, c'est quand même un énorme confort pour nous. Du coup, on essaye au maximum de l'avoir, dès le départ du projet. Ouais, d'ailleurs, petit point là-dessus, j'ai fait un post LinkedIn il y a pas longtemps pour en parler. C'est toujours Ouais, un peu chaud de récupérer le contenu des clients. Et en fait, nous, les années passant, on est sollicité sur des projets de plus en plus costauds. Avant, on était sur des sites, voilà, 10 pages, 20 pages, 100 pages. Bon, ça passait. Quand on commence à aller sur des sites où il y a plus de 500 pages, quand le contenu est pas encore totalement créé et qu'il y a du taf là-dessus et que le client sous-estime un petit peu le temps nécessaire pour créer ce contenu, typiquement en multilingue. Il y a certains clients qui veulent un site de 100 pages fois 9 langues. Donc, ça fait 900 pages. Donc, ça commence à faire un bon paquet. Voilà, quand ce temps-là est sous-estimé, honnêtement, c'est chaud. Mais en gros, au design, on a vraiment besoin, tu m'arrêtes Loïc si je dis bêtises, hein, mais des contenus par typologie de page. Par exemple, ouais, le c'est ça. contenu de la page d'accueil, d'un produit, d'une catégorie, d'une offre d'emploi, des choses comme ça. On n'a pas besoin d'avoir les 150, mais souvent, et c'est là où on arrive souvent à bien avancer sur la première partie, d'avoir ce fameux contenu pour une page, mais quand il y en a 150 autres après à créer derrière, bah, c'est là où ça patine un peu. Donc, on est en train de creuser un peu le sujet pour essayer de plus sensibiliser, parce que vu que nos clients sont de plus en plus gros, on a de plus en plus de challenges à ce niveau-là, en tout cas.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Julien, tu dis un truc qui est vrai et que j'ai pas forcément précisé, mais on design pas toutes les pages d'un site web, sinon ce serait mais genre, absolument l'enfer. On fait vraiment des pages types, donc on va faire, comme disait Julien, une page produit, une page blog, une page contact. On va pas s'amuser à décliner toutes les pages produits de tous les produits, parce que sinon on s'en sort jamais, quoi. Donc vraiment, avoir le contenu du client, c'est ultra important. Un truc qui est vraiment, crucial aussi, c'est d'identifier les concurrents de votre client. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, ça va vous permettre d'identifier les bonnes et les mauvaises pratiques, de ces, concurrents et du coup, s'il y a des bonnes pratiques, pourquoi pas en faire part à votre client et les prendre pour tout simplement, bah, améliorer un petit peu l'existant. Ça permet aussi de voir comment les concurrents s'adressent à leurs cibles et pourquoi pas en faire part aussi à notre client. Si on a un client qui a vraiment un ton beaucoup trop décalé par rapport à l'ensemble, de ses concurrents, peut-être lui faire part de ça pour lui dire: «Attention, on a remarqué que vos concurrents, ils faisaient plus comme ça. Est-ce que vous, c'est choisi de faire quelque chose de décalé ou est-ce que, il faudrait pas réorienter un petit peu le ton, réorienter certaines choses pour vraiment être, pour pas rater le coche et du coup être pertinent auprès de ses utilisateurs?» Donc ça, c'est une étape vraiment cruciale aussi d'identifier ses concurrents. Ensuite, bah, je vais en parler un petit peu tout au long du webinaire. J'en ai déjà un petit peu parlé, au départ, lors de la première partie. Une étape importante, c'est vraiment de trouver de l'inspiration, c'est-à-dire de vraiment chiner des typographies, des couleurs, des inspirations de sections, des fonctionnements, des petites micro-interactions. Au tout départ d'un projet chez Pilotine, on a une grosse phase de conseil et recherche qui nous sert justement à ça et cette phase-là, il faut pas la négliger parce que elle va permettre de nourrir votre œil, c'est-à-dire de voir des choses qui sont pas forcément, des choses que vous avez l'habitude de voir et du coup qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous sortir vous-même de votre zone de confort et ça va vous permettre d'avoir vraiment une tendance globale qui s'en dégage et du coup de proposer quelque chose de très actuel à votre client et de pas s'enfermer dans un unique, style. Donc ça, c'est vraiment très, très important et surtout, un petit conseil que je donne, c'est si vous êtes, en design, par exemple, web, si vous avez l'habitude de faire des créations, d'interfaces et cetera, il faut absolument pas négliger les autres typologies dans les autres, catégories dans le graphisme. C'est-à-dire que, même si vous faites que de l'interface web, il est important de se renseigner sur de l'illustration, sur, du motion design, du branding, du packaging. Parce qu'en fait, toutes ces sources-là différentes, elles vont permettre vraiment de nourrir votre œil et du coup, bah, d'avoir une vision beaucoup plus globale, des tendances graphiques en général et du coup, vous pourrez peut-être proposer à votre client des choses un peu plus poussées parce que vous avez eu une référence, visuelle, autre que ce qu'on voit habituellement. Donc ça, c'est vraiment un des premiers tips que je donne, c'est vraiment de ne pas se fermer à un seul champ du design. Donc du coup, une fois qu'on a un peu passé cette phase de conseil et recherche, là, on va pouvoir créer des wireframes en fonction, de toutes les étapes qu'on a dit auparavant, donc c'est-à-dire connaître ses utilisateurs, connaître les objectifs clients et avoir l'arborescence. Là, on va pouvoir créer des wireframes. À Pilotine, on essaye de créer des wireframes haute fidélité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des wireframes qui sont vraiment adaptés en fonction du contenu. Donc là, typiquement sur la présentation, l'image, qui illustre ça, c'est un peu des wireframes basse fidélité, donc c'est-à-dire que c'est des choses, heu, bah, où il y a pas vraiment les textes, il y a pas vraiment les boutons. On identifie juste vite fait les images et les différentes cartes qu'il va y avoir. Mais à Pilotine, je vais vous montrer ça tout de suite. On travaille avec, une librairie qui nous permet en fait de faire des wireframes. Donc voilà, là j'ai fait vite fait des wireframes très rapides sur un petit site, fictif, fait pour ce webinaire. Donc du coup, on se retrouve avec, ce contenu-là. Donc ça, c'est ce qu'on va typiquement présenter à un client. C'est-à-dire, en fait, c'est un enchaînement de sections indépendantes qui forment en fait une page web et toutes ces pages vont former un site. Donc ça, c'est ce qu'on va typiquement envoyer au client. Donc là, vous voyez qu'il y a pas d'image, il y a pas de couleur, il y a pas les bonnes typos. C'est fait exprès, c'est vraiment pour valider une première structure du site et ce qu'on fait en plus de ça, c'est qu'on va, prototyper ces wireframes, c'est-à-dire les rendre interactifs. Donc, Figma nous permet de le faire, vraiment facilement et du coup, ça va nous permettre, une fois qu'on va avoir mis les textes et cetera, les bons call to action,
de faire des liens. Donc typiquement, si ce bouton-là, il doit amener, je sais pas, je mets n'importe quoi, il doit amener ici aussi, et ben, en fait, lorsque la personne va être dans la vue prototype, la vue, que nous, on va lui envoyer, là, bien évidemment, ça change un petit peu, et ben, en fait, on se rend compte, je vais cacher ça, on se rend compte que, la personne va pouvoir naviguer dans le site, et ça, c'est ultra important parce que votre client, à ce moment-là, il va pouvoir tout simplement, mieux se rendre compte de comment fonctionne son site. C'est vrai que quand on a une arborescence, c'est difficile de se projeter et du coup de créer des wireframes vraiment, ultra efficaces et prototypés, bah, ça va un petit peu rassurer votre client et ça va lui montrer, bah, que justement vous avez compris, comment ça fonctionne et surtout d'avoir des feedbacks qui vont vous permettre d'avancer. Typiquement, si vous avez fait, des bons wireframes dès le départ et que, par exemple, il y a des petites, modifications à faire, votre client, il va pouvoir faire ses retours et vous allez pouvoir les prendre en compte beaucoup plus rapidement que si vous aviez fait des wireframes qui sont pas interactifs. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait à Pilotil et en général, ça se passe plutôt bien. Les clients sont assez contents des wireframes et du coup, par la suite, ça déroule un petit peu le reste aussi du projet. C'est beau, c'est beau. Ce que tu nous montres là en fait sur la photo, c'est une étape un peu intermédiaire qu'on appelle un peu Ouais, d'idéation ou c'est ça, ouais. de trucs comme ça. En fait, pour certains clients, notamment des clients qui sont un peu moins sûrs de là où ils veulent aller, qui se posent beaucoup plus de questions sur leur projet, parce que voilà, notamment parce que potentiellement le projet est très costaud ou parce qu'ils veulent, voilà, il y a une zone d'incertitude qu'ils veulent retirer. On fait ce qu'on appelle des formations. C'est des formations ou des accompagnements sur l'idéation. Donc, ça va être des petits ateliers comme ça avec des post-it, des machins qui vont faire la transition entre l'arborescence initiale qu'on avait proposée en avant-vente et le travail que vous a montré Loïc sur les wireframes. Donc, je pense que c'est quand même 90% des projets n'ont pas besoin de cette phase-là parce qu'on arrive bien à identifier le besoin, les objectifs sont clairs et autres. Mais quand l'identité du client n'est pas claire, les objectifs sont pas encore assez clairs et tout ça, et qu'il a vraiment besoin d'un fort accompagnement, sur 10% des projets, on rajoute cette étape intermédiaire avec des post-it, de l'idéation, c'est des ateliers super sympas. Donc nous, on aime bien les faire. Ça rajoute un petit peu de temps et un petit peu de budget. Donc voilà, quand le projet est ambitieux et incertain, ça vaut le coup de le rajouter. Sinon, bah, on gagne vachement de temps, effectivement, comme le racontait Loïc avec ses wireframes, parce que ça permet de très vite passer à l'étape d'après et d'éviter tous les allers-retours en pagaille parce que le client n'avait pas pensé à ci, à ça. C'est plutôt cool. Exactement. Hem, du coup, je viens de voir dans le chat qu'il y a une question, je sais pas si on y répond maintenant ou si on fait tout à la fin, Julien, je sais pas trop comment tu veux procéder. Ah, je crois que tu ton micro qui est coupé, Julien. Bien vu, pardon. C'est Chloé qui demande phase de conseil et recherche. Concrètement, vous procédez comment? Avec quel outil? Nous, on travaille essentiellement sur Figma et en fait, ce qu'on va faire alors je reviens ici. Ouais, du coup, sur la phase de conseil recherche, ce qu'on fait, c'est, on a du temps à louer. En général, ça peut être, 2 journées de travail et ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de faire des mood boards, de dégager un peu des tendances graphiques qu'on va vouloir appliquer pour notre client. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup chercher de l'inspiration. À la toute fin, on vous montrera les outils qu'on se sert pour, trouver justement cette inspiration. Mais on va créer des petites mood boards, on va essayer d'avoir des références visuelles qui nous plaisent et qui peuvent être très intéressantes pour notre client. On va un peu le mettre dans un document. On a un document exprès pour ça qui s'appelle, identité graphique non pas identité graphique, c'est, conseil recherche et en gros, c'est un document dans lequel on va mettre un petit peu toute notre recherche, de manière matérielle. C'est-à-dire qu'on va vraiment créer un document avec des mood boards, des couleurs, des choses qui nous inspirent tout simplement. Donc c'est un gros, gros travail d'inspiration et de création de mood board. Après, ça dépend des clients. Des fois, on présente ces mood boards ou des fois enfin, on juge que c'est pas forcément, nécessaire et que c'est plus des mood boards en interne. Et du coup, on passe directement à la phase, de proposition de pistes graphiques. Donc voilà un Exactement. petit peu. On reviendra là-dessus après, à la rigueur. Tu pourras nous montrer un modèle de mood board ou autre Ouais, à la carrément, fin du webinaire. Vas-y, carrément. go. Donc du coup, quand on crée des wireframes, ce qui est important aussi, c'est de travailler en concordance avec le dev et le chef de projet, ainsi que le client. Pourquoi c'est important de travailler avec le développeur? Parce que, imaginons qu'on crée une section que nous on trouve ultra pertinente, hem, la section elle est incroyable, mais
elles ne rentrent pas dans le cadre du projet, que ce soit en termes de technique, parce que ça utilise des technologies qu'on n'a pas prévues à la base dans le projet, ou que ce soit en termes de délai, parce que bah, ça prendrait trop de temps à développer. Eh bien, si on consulte pas le dev et qu'on présente ça au client, que le client valide bah, la section, en fait, on va se retrouver dans un cas où bah, va pas avoir le choix, on va être un peu bloqué, on va se dire, bah, en fait, vu qu'on n'en a pas parlé au dev, on est obligé de réaliser cette section, sauf qu'on sait pertinemment qu'on va bah, pas être rentable sur le développement, parce que justement, il n'y a pas eu cette concertation. Donc, le fait d'en discuter avec le dev permet d'éviter ce genre de situation. Et du coup, en général, quand on a une section qui sort un peu de l'ordinaire, on en discute avec les devs. Les devs nous disent bah ouais, là tu peux y aller, c'est bon, pas de souci, c'est pas trop compliqué, ou ça rentre dans le cadre du projet, ou même si c'est archi compliqué, on va trouver une solution qui rentre dans dans le cadre du projet. Mais si on fait pas ça, c'est vraiment, vraiment un risque et c'est ce qu'on évite de faire. On essaie de vraiment travailler en collaboration avec l'ensemble des pôles et du coup, travailler en concordance, c'est aussi avec le chef de projet, donc à travers Monday et les petites questions, qu'on peut avoir pour un client. Typiquement un truc que nous, on n'a pas forcément bien compris, d'en discuter avec le chef de projet, ça permet d'éclaircir des fois quelques zones d'ombre et du coup d'avancer un peu plus rapidement. D'où Donc l'intérêt aussi de travailler avec des équipes un peu pérennes, hein, parce que ce qu'on raconte là peut très bien fonctionner, et ça fonctionne très bien quand on travaille par exemple avec des freelances, avec des choses comme ça, mais forcément c'est beaucoup plus fluide et on a plus l'habitude, on se connaît bien quand on est au sein de la même équipe. C'est pas les mêmes process. Donc là, vous avez une facilité en agence à justement interagir très facilement avec ces personnes-là. Et puis vu qu'il y a une bonne connaissance des uns et des autres, on sait un peu plus ce qui va passer et pas passer en fonction des spécificités de chacun, quoi. c'est ça. Et surtout que à Pilotine, on essaie de développer un outil, donc le PiloPress, qui est à la fois, un plugin WordPress et aussi une librairie sur Figma, qui est collaborative. Donc du coup, en fait, ce que nous on fait en design, les devs le reproduisent et du coup, en design, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une sorte de template de la section qu'on a créée pour qu'elle soit réutilisable par d'autres, designers sur d'autres projets et les devs font la même chose pour, les sections qu'ils développent. Donc en fait, c'est ultra important de vraiment, vraiment travailler en équipe quand on est, à fond dans la collaboration comme ça. C'est, la pierre angulaire un petit peu de Pilotine, c'est vraiment cette histoire de collaboration et travailler ensemble. Donc extrêmement important de travailler, avec le dev et le chef de projet et par exemple, une fois que le dev, il a validé votre section, là, vous pouvez la présenter à votre client. Pareil, il faut présenter son travail au client. Ça paraît un peu bête de le dire, mais je sais qu'il y a des agences qui, ne travaillent pas forcément tout le long avec le client et qui du coup font un peu cet effet tunnel dont je parlais auparavant, c'est-à-dire de présenter le site à la toute fin sans avoir consulté le client au fur et à mesure. Et du coup, bah, le client il se retrouve un peu bloqué. Il y a cet effet un peu bah, soit déceptif parce que le client avait une vision et du coup le fait qu'on n'ait pas argumenté, nous notre travail, ça le bloque un peu. Du coup, c'est vraiment important de travailler avec l'ensemble des acteurs du projet. Hem, donc quand on fait des wireframes à Pilotine, à l'étape des wireframes, on fait une petite réunion de lancement avec le client où on va, tout simplement présenter les wireframes et à cette étape-là, on se permet de proposer 2 pistes créatives distinctes. Donc, ces 2 pistes-là, elles sont un peu différentes. Il y en a une qui va être très institutionnelle, qui va reprendre un peu les éléments de la charte graphique du client, reprendre les couleurs, reprendre les typos et cetera. Et on va faire une autre piste qui est un peu plus disruptive, qui elle, va pas forcément rentrer dans les clous, mais qui va permettre peut-être au client de se projeter sur d'autres choses et de le faire lui-même sortir de sa zone de confort. Avant, on proposait qu'une seule piste, graphique et on s'est rendu compte qu'en fait, en proposant 2, ça a plusieurs effets qui sont plutôt bénéfiques. C'est-à-dire, quand vous proposez 2 pistes créatives, en fait, ce qui se passe, c'est que vous évitez d'enfermer votre client dans une direction. Vous lui proposez autre chose et du coup, instantanément, votre client, il va être beaucoup plus à l'aise parce qu'il va pouvoir vous faire beaucoup plus de retours. Il va être plus enclin à se dire: «OK, ils ont compris mon projet, ils me proposent plusieurs choses et ben, moi aussi, je vais pouvoir proposer des choses». Donc ça, c'est vraiment une un bon une bonne méthode à faire. Ça permet aussi de de proposer au client des choses qui sont pas forcément, dans le spectre qu'il attendait et du coup, de faire émerger en lui des idées, de faire émerger des concepts qui vont, pourquoi pas, par la suite, permettre d'améliorer son design. Donc de créer ces 2 pistes-là, vraiment, ça c'est ce qu'on a fait
c'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux, mais c'est une des choses qui fait que le process est maintenant beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide. Donc vraiment, je vous conseille de proposer pourquoi pas 2 pistes créatives ou d'en proposer même plusieurs si vous avez, le temps et le budget nécessaire pour le faire. Mmh. Mais du coup, par la suite, ça permet vraiment de sélectionner déjà une direction artistique qu'on va pouvoir appliquer dans tout le reste du web design. Ouais, ça, on l'avait abandonné il y a quelques années par souci d'efficacité, parce que certes, ça prend un peu de temps, mais on a retrouvé là sur cette taille de projet qu'on a aujourd'hui, on a retrouvé l'intérêt de le faire, mais sur des plus petits projets, honnêtement, c'était un peu plus chaud, parce que aussi, c'est à double tranchant, hein. Potentiellement, bah, on va avoir un client très compréhensif qui va dire, ah ouais, bien, bah, je préfère la version 1 parce que je sais pas quoi. Mais il y a des clients, ils vont dire, ah bah alors moi, dans la 1, je vais prendre ça, dans la 2, je vais prendre ça, et hop, ils mettent tout ensemble, ça fait un boogie-boulga, et après, ça ressemble plus à rien. Donc du coup, il y a un peu cet effet qui peut Ça complexifier aussi la chose. Donc à un moment, on avait arrêté de le faire, mais on avait, je sais pas, on va dire 10 à 20% des clients qui effectivement se trouvaient un petit peu en tenaille, ils n'étaient pas satisfaits à 100%, ils n'osaient pas forcément le dire. Donc là, en laissant deux propositions, ça leur permet un peu plus de s'exprimer. Et surtout, on va les faire interagir, comme le disait Loïc, demander leur avis. Et on est plutôt sur une démarche de co-construction. Pourquoi on n'en fait pas 3, 4, 5, 6, 7 ou 1855? C'est parce que bah, plus on en ajoute, plus en général, en fait, on fait une bonne version et un milliard pourri. Donc là, on préfère nous faire deux bonnes propositions que d'avoir une bonne, une moyenne et une totalement naze c'est ça. euh, dans le process. Après, une fois qu'on a proposé ces 2 pistes, c'est vrai qu'il faut aussi sensibiliser le client sur le fait que ces pistes, elles peuvent évoluer. Elles sont pas définitives. Tout à l'heure, Julien, tu disais justement que le client, des fois, il veut un peu d'un, un peu de l'autre et là, c'est aussi le rôle, dont j'évoquais un petit peu au départ, c'est-à-dire de sensibiliser un peu le client et lui dire: «Attention, ça va pas forcément matcher ensemble». Par contre, le fait de proposer 2 pistes, ça nous permet aussi de proposer 2 types de sections, différentes pour une seule section. C'est pas très clair ce que je viens de dire. Mais en gros, imaginons qu'on a une section de témoignages. Dans la première piste, on va faire un truc, très corpo, très simple mais très efficace, qui est dans les tendances actuelles. Et dans la deuxième piste, on va faire un truc un peu plus disruptif, avec des petites micro-interactions, peut-être quelque chose qui va amener un petit peu de pétillant dans le site. Et bah, le fait de proposer ces 2 pistes-là, ça va peut-être permettre au client de se dire: «Ah bah, j'aime bien la première piste, mais la section que vous avez utilisée dans l'autre piste, je la trouve plus intéressante. Est-ce que c'est possible?» Et là, du coup, on crée un échange avec le client et du coup, on arrive à vraiment quelque chose qui va convenir au client. Et du coup, là, notre rôle, c'est aussi de l'aiguiller un petit peu sur ce genre de choix à faire et du coup de lui proposer vraiment le truc le plus efficient possible. Ouais, là aussi, petit point d'attention, c'est il nous est arrivé il y a quelques années de faire une proposition ultra innovante à un client. C'est-à-dire que le designer s'était un peu chauffé, c'était à l'époque où on n'était pas encore totalement carré sur les cahiers des charges et tout ça, donc le designer était parti en cacahuète totale, il avait proposé un truc de ouf et tout ça, et le client a dit génial, j'adore. Sauf qu'on avait oublié de lui dire que c'était pas inclus dans le devis initial. Et après, petit quiproquo, les quiproquos s'enchaînant, bah, là, on était sur un projet où on n'a pas été du tout rentable. Alors certes, il était super cool, hein, il n'y a pas de souci. Mais donc du coup, il faut toujours quand même être vigilant à rester dans le cadre du cahier des charges, des Ouais, objectifs du site ou autre, et de pouvoir proposer bah, voilà, ces fameuses micro-interactions. C'est pour ça que maintenant, en interne, on travaille plus sur au final un temps qu'on a de disponible. Imaginons sur un design, on a 10 jours de design à passer. Bah, imaginons on a été plus rapide sur la partie amont et un peu plus lent sur une autre, machin, et qu'à la fin, on s'y retrouve tout en ajoutant ces fameuses petites évolutions qui n'étaient pas prévues à la base, mais qui font tout le charme du projet, on va être bon. Par contre, on va être extrêmement vigilant à ne pas dépasser ce truc-là, ce temps-là, parce que une fois qu'on met le doigt dedans, après le client, il nous prend le bras, la totale, et puis on se fait bouffer. Donc du coup, on reste vigilant à rester dans le cadre du temps c'est ça. imparti, mais de pouvoir se proposer justement les petits trucs qui font toute la différence sur les sites, quoi. Exactement. Et du coup, pour parler un petit peu plus du process, comment ça se passe après, donc une fois qu'on a présenté ces wireframes et du coup ces 2 pistes créatives, le client, lui, il va nous faire déjà ses retours sur les wireframes, qui est la première étape, de structure et cetera. Et nous, en fonction de la piste graphique qu'il a préférée ou des retours qu'il a fait par rapport, au visuel, nous, une fois que les wireframes ont été validés, on va passer à l'étape de web design et là, on va décliner en fait l'ensemble des écrans qu'on a fait par rapport, aux pistes créatives que le client a validées. Et du coup, après, bah, ça déroule, ça continue. On a l'étape de web design V1 et l'étape de web design V2 qui arrive en fait, à la suite, une fois que le client a fait tous ses petits retours et cetera.
Donc voilà un petit peu comment ça se passe, chez Pilotine pour l'ensemble d'un projet, en tout cas en design. Après, on a toute la partie passation, design dev, c'est-à-dire que, bah, justement, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille par section qu'on se veut le plus réutilisable possible. Donc du coup, on doit documenter un petit peu, ces sections-là. On va en parler un petit peu plus tard dans les outils qu'on utilise. Mais du coup, on a tout un travail aussi avec le dev à effectuer. Ouais, petit point vocabulaire. Ouais, Quand on parle d'une page qui est designée, chez nous, on appelle ça un gabarit. Donc, par exemple, la page d'accueil, c'est un gabarit. Un article de blog, c'est un gabarit. Et au sein de ces gabarits, donc pages, si on veut, eh bien, on a les fameuses sections. Par exemple, une section, ça va être l'image d'en-tête, ça va être, comme le disait Loïc, les témoignages, les 3 derniers articles de blog, un champ texte, une vidéo ou je ne sais quoi. Et du coup, en général, sur un site, on va se retrouver avec une dizaine de gabarits et une vingtaine, trentaine de sections différentes. Et après, c'est comme un jeu de Lego, bah, toutes les pages vont être agencées à travers cette trentaine de sections-là. Mais ça va au final faire plusieurs gabarits, mais qui vont utiliser ces 30 sections, ce qui permet d'avoir une homogénéité sur l'ensemble du site et d'avoir une vraie charte graphique, un vrai parcours utilisateur. Plutôt que chaque page soit unique avec ses sections uniques, on va avoir cette trentaine de sections qui vont être réparties sur l'ensemble des gabarits du site. c'est ça. On va ensuite passer à la quatrième partie qui est, les sources d'inspiration. Ah, votre partie préférée, hein. C'est ça, Le Slack chez Pilotine chauffe avec les sources d'inspiration. exactement. Moi, je distingue 2 types de sources d'inspiration, les inspirations fictives et les inspirations situationnelles. Je vais essayer de travailler un peu sur le nom de ces inspirations parce que je me rends compte que c'est pas du tout équivoque. Mais en gros, pour les inspirations que j'appelle fictives, c'est des inspirations qui sont pour la plupart du temps utilisées pour nourrir l'œil. On peut citer des sites comme Dribbble, Behance, Pinterest. Donc là, je pense que l'ensemble des designers voient très bien de quoi je parle. Pour les autres, du coup, c'est un site, Dribbble, le premier, super, le papier toilette en image, c'est nickel. Hem, Dribbble, c'est un site où en fait on a plusieurs catégories et on va venir piocher, par exemple si je veux plus de web design, je vais pouvoir, affiner ma recherche et en fait c'est, une sorte de grand, de grand tableau où en fait on a plein de projets sur lesquels on va pouvoir cliquer pour avoir un peu plus de détails et cetera, voir comment la personne a travaillé. Mais c'est pas forcément des projets réels. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus du fictif. En général, ce que vous voyez sur Dribbble, les grosses teams de design sont surtout des gens qui font du contenu, pour développer leur marque et cetera. Donc du coup, c'est pas forcément des trucs qu'on verra dans la vraie vie, c'est-à-dire développer et cetera. Mais c'est des choses qui peuvent vous inspirer au quotidien. Donc on a du web design, de la typo, de l'illustration, donc vraiment tous les champs du design, enfin une bonne partie des champs du design qui sont présents ici. Donc ça, c'est un des premiers sites. On a Behance, bien évidemment, ultra important. Je pense que la plupart des gens connaissent. Mais en gros, Behance, c'est vraiment, pareil, un énorme, un énorme tableau, en gros, pour revenir sur ça, où on a plein de projets et là, ça rentre un petit peu plus dans le détail. Typiquement, là, on peut beaucoup plus argumenter son travail et cetera. Donc ça c'est très intéressant aussi pour voir comment d'autres personnes travaillent et du coup, peut-être vous inspirer sur certaines choses. Donc ça, c'est D'ailleurs, des je viens de partager le Behance de Pilotine si vous voulez le suivre. ouais, exactement, c'est assez important de le faire parce qu'on met des projets plutôt cool, régulièrement. Donc hésitez pas. Donc du coup, effectivement, Behance, extrêmement important. Après, on a Pinterest, mais Pinterest, c'est un peu plus du global. Moi, c'est vrai que j'utilise un petit peu moins Pinterest. On pourrait citer aussi, Instagram, comme source d'inspiration. Mais bon, en général, moi, je me concentre vraiment sur Dribbble et Behance. Et après, on a des inspirations que j'appelle situationnelles. Donc ça, c'est des inspirations qui sont beaucoup plus ancrées dans le monde réel, qui sont beaucoup plus concrètes, qui sont développées et mises en place. On peut citer du coup Awards, CSSDA, et cetera. Donc Awards, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire la crème de la crème du design et du développement. Donc en fait, c'est des sites qui sont vraiment, existants et en fait, ça prend la forme de, de tableaux aussi où on va pouvoir rentrer dans le projet, le cliquer dessus et voir en fait comment ça s'articule parce que c'est un vrai site qui existe derrière et du coup, bah, nous, ça va particulièrement nous aider sur toute la partie, hem, bah, création de sections animées, comportements un peu spéciaux, ce genre de choses. Donc là, typiquement, je suis sur un site, là, on voit que c'est très, très graphique, mais du coup, ça nous permet potentiellement de nous inspirer de certaines choses.
Donc ça, c'est un des sites qu'on utilise. On utilise aussi CSSDA et on utilise aussi tout simplement la navigation qu'on a tous les jours dans le web, des fois même sur des sites tout simples ou des sites qu'on a l'habitude d'utiliser, il y a une refonte graphique, on se dit: «Ah ouais, mais c'est vachement cool» et du coup, on s'en sert aussi tout simplement pour nous inspirer au quotidien. Donc voilà un petit peu pour les 2 types de sources d'inspiration. Qu'on utilise, le plus possible. On utilise aussi Musely, enfin je sais que certains designers utilisent beaucoup Musely, qui est en fait une sorte de, vous mettez un petit peu ce que vous aimez dans le design et ça va vous ressortir des projets, au fur et à mesure qui sont liés à vos champs, de préférence. Notamment, par exemple, quand tu bosses sur un site industriel ou sur un site dans le domaine de la santé ou autre, après, c'est via des mots-clés d'essayer de rechercher les meilleurs sites ou les sites Ouais, les plus graphiques ou les sites les plus bien foutus sur ces secteurs d'activité-là, quoi. c'est ça et nous en interne, on va en parler un petit peu plus tard, un peu plus en détail, mais on utilise aussi Raindrop qui est, ultra pertinent. On va vous le présenter un peu tout à l'heure parce que c'est vraiment un outil, ultra utile, pour chercher de l'inspiration. Ou en tout cas pour documenter de l'inspiration. Donc les outils incontournables qu'on utilise le plus chez Pilotine, déjà c'est Figma. Je pense qu'on passe franchement 80 de notre temps sur Figma. Pourquoi Figma? Parce que en fait, ça nous a permis de créer un design system sur mesure, donc une librairie, de composants. On a travaillé en fait sur de l'atomic design. L'atomic design, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va dire que ça prend en compte un peu de la chimie. C'est-à-dire qu'on part d'un atome, l'élément le plus petit, donc ça va être une couleur, une typographie. De ces atomes, on va en faire des molécules, donc ça va être, la combinaison de plusieurs atomes. Donc ça va être par exemple une couleur plus, une typographie pour faire un bouton, donc ça va créer une molécule. Et ensuite on va créer des sections, donc c'est l'ensemble de plusieurs molécules qui vont créer en fait, une section. Donc je vais vous montrer ça, je vous l'avais déjà un tout petit peu montré tout à l'heure dans les dans la partie, wireframe. Mais en gros, on peut imaginer que juste la typographie c'est un atome, le bouton c'est une molécule, et ensuite, on a créé une section avec l'ensemble de ces molécules. Et du coup, c'est comme ça qu'on a travaillé chez Pilotine. Et du coup, sur Figma, ça nous a permis de créer un design system. Donc un design system, c'est tout simplement un énorme, euh, un énorme document où on va référencer tout ce qu'on utilise au sein d'un design pour pouvoir modifier rapidement quelque chose. Donc là, typiquement, si je veux modifier ma couleur, alors attendez, bien évidemment, ça va pas le faire au bon moment, voilà, edit style, super. Hop, si par exemple cette couleur-là, je veux la changer, donc là c'est typiquement ce qu'on fait, au sein de nos projets. On a ce document de base où on va pouvoir venir changer la couleur et automatiquement, donc tout à l'heure les boutons étaient bleus et là tous les boutons sont verts. Waouh, on voit que tu es un homme de goût, hein. Très, très beau vert. Merci, c'est très gentil. Hem Du coup, tout ça, ça nous permet de gagner énormément de temps. Donc c'est ce qu'on a mis en place, à Pilotine, c'est-à-dire de faire un design system où on va renseigner en fait, nos différentes couleurs, nos différentes typographies et automatiquement, nos wireframes vont se transformer petit à petit et vont commencer à prendre, la charte graphique du client qu'on souhaite lui adopter. Donc ça, c'est vraiment ultra utile, c'est vraiment beaucoup de gains de temps et à ce design system, on a créé du coup les atomes que je viens de vous montrer et aussi des sections. Et du coup, ces sections, elles sont là, elles sont là. D'accord, c'est un petit peu buggé, mais c'est pas grave. Ces sections, en gros, c'est des templates qu'on a réalisés. Euh, En fait, c'est des templates de sections qu'on utilise le plus souvent. Donc typiquement, là, vous voyez, on a un exemple de checkerboard. Un checkerboard, c'est quand on a du texte d'un côté et une image de l'autre. Si je vais sur n'importe quel site de la Terre, j'en retrouve un. Je vais aller sur AXA, voilà, AXA. Et là, on se retrouve avec Oh, un un checkerboard. checkerboard. Donc du coup, avant, le design, il se faisait sous forme de, one shot. C'est-à-dire qu'on faisait à chaque fois la même section, mais on devait à chaque fois, le repartir un peu de zéro. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé nos propres sections qu'on réutilise le plus souvent et en fait, on les réutilise à travers nos différents projets et du coup, après, on vient vraiment styliser chaque élément. On vient apporter, différentes formes, différentes couleurs, différentes typographies, des images, des constructions un peu différentes, en partant de bases existantes pour gagner beaucoup de temps et surtout, ensuite, le temps qu'on gagne
sur les wireframes et ce genre de choses, on peut le passer en création de sections, on peut le passer en créativité et du coup, ne plus s'enfermer, dans un délai, plutôt court, mais du coup dégager du temps pour aller plus loin et du coup proposer quelque chose de plus innovant. Voilà, Donc Figma double effet qui se coule, effectivement, hein. Donc, gain de temps qui nous permet bah, justement de passer le temps supplémentaire sur l'innovation, sur les micro-interactions, sur les animations, sur les trucs vraiment cool, quoi. Parce que sinon, décider qu'il y a du texte à gauche et une image à droite, il n'y a rien d'innovant. Voilà, Axel l'a montré. Par contre, faire en sorte que l'image à droite soit beaucoup plus stylée que si on avait juste foutu un truc, bah, ça c'est un peu plus important. Et le deuxième effet qui se coule, bah, c'est qu'en gros, on met en place du recyclage, on est éco-responsable chez Pilotine et toute la matière grise qui a été utilisée à créer initialement une section qui est bien pensée, on va éviter de refaire ce travail-là une seconde fois sur un autre projet pour une autre section qui est quand même un peu similaire et qui va nous. Bah là, on sera beaucoup plus rapide pour le faire. Typiquement, quand on affiche les 3 derniers articles de blog, en général, à cet endroit-là, on peut certes être innovant, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas forcément besoin d'être innovant parce que les bonnes pratiques d'affichage des 3 derniers articles de blog, c'est souvent les mêmes. Et on va passer plutôt du temps à aller chercher ailleurs le petit plus qui va bien sur le site web. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien vers ce fameux Pilopress sur Figma dans le chat. c'est ça, on a mis à disposition du coup, toujours dans le cadre de collaborer le plus possible et de partager le plus de ressources possible, on a mis à disposition une première démo, de notre librairie et du coup, bah, ça marche, plutôt bien. Enfin, c'est ultra utile en tout cas pour nous en interne et on essaye de faire en sorte que ce le soit le plus possible pour tous les gens qui vont pouvoir l'utiliser par la suite. Donc vraiment Figma, ouais, c'est vraiment là où on on va passer le plus clair de notre temps. C'est là aussi où on va prototyper. C'est là aussi où les devs vont pouvoir, retrouver l'ensemble des caractéristiques CSS parce qu'en fait, Figma a un système d'inspecteur qui permet très rapidement, bah, de voir, quelles sont les marges, quels sont les typos, les couleurs et cetera. Avant, on utilisait Zeppelin et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que Figma faisait plutôt bien le travail. Du coup, bah, on s'est dit: «Bah, au lieu de perdre du temps à tout exporter sur Zeppelin, à tout documenter et cetera, bah, le top du top, c'est de rester uniquement sur Figma» et du coup, bah, pour l'instant, ça marche plutôt bien. On a de bons retours de la part à la fois des devs et des designers. Du coup, on gagne pas mal de temps et ça, c'est plutôt cool. En tant que bon designer, on se doit aussi d'utiliser l'ensemble de la suite Adobe. Mes collègues designers savent que je crache un peu sur la suite Adobe parce que ça plante tout le temps, mais en vrai c'est ultra utile. Il y a pas vraiment d'équivalent à part chez Affinity, mais, ils se font pas toute la partie vidéo et cetera. Mais en vrai la suite Adobe, c'est un must have pour tout designer, que ce soit Photoshop pour de la retouche de photos, Illustrator pour la création d'illustrations, d'icônes personnalisées pour certains clients ou After Effects pour vraiment travailler sur la partie section animée, mais vraiment bien poussée, ça nous sert vraiment très, très souvent. Donc un peu une relation amour-haine avec Adobe. Il y a pas vraiment d'équivalent, c'est ultra utile et je pense que la plupart des designers aujourd'hui utilisent au moins, un des logiciels de la suite Adobe pour pouvoir créer, du contenu visuel. On a aussi un outil de documentation, donc toujours dans cet esprit de collaborer ensemble et du coup de réutiliser des sections et cetera. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un outil de documentation qui s'appelle Notion. Je pense que certains doivent connaître, mais en gros, ça va nous permettre lorsqu'on a fini de créer nos sections, de tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les neutraliser, c'est-à-dire qu'on va les rendre, on va enlever toute la charte graphique du client qu'on a appliquée et on va la neutraliser, c'est-à-dire la rendre le plus neutre possible. Et ensuite, on va documenter le fonctionnement de cette section. On va dire, bah voilà, cette section, pour revenir au checkerboard par exemple, si je reviens ici, bah ici par exemple, moi ce que je veux c'est du texte ici avec un bouton et une image, donc ça on va le dire. On va dire par exemple s'il y a des, particularités, donc typiquement si mon image prend plus d'espace, si elle en prend un peu moins, si l'image est à gauche, à droite, tout ça c'est ce qu'on va documenter pour que le dev lui, il ait juste en fait à lire, notre documentation et qu'il puisse développer le mieux possible, ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important et du coup, on a créé, un Notion où on liste toutes nos sections et là, le dev a juste entre guillemets, à venir, bah, créer cette section et faire en sorte qu'elle soit réutilisable par la suite. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros boulot, à chaque fin de projet qui est ultra important. Ah donc du coup, Notion, c'est vraiment l'outil idéal pour ce genre de choses.
Et enfin, dernier outil, qui est un outil de veille, qui est Raindrop, dont je vous ai un tout petit peu parlé au milieu du webinaire. C'est un outil ultra utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous permettre, quand vous êtes sur un site web, donc là j'en ai ouvert un tout à l'heure, un peu au pif, c'est un site qui a gagné l'Awards d'aujourd'hui, donc Awards c'est le site dont je vous parlais tout à l'heure pour l'inspiration. Donc là on voit que c'est un site, un petit peu what the fuck, un peu cool. Et en vrai, si ce site-là, on l'aime bien, nous on a une petite extension qui s'appelle Raindrop, dans laquelle on va dire, bah voilà, ce site-là, on a créé des collections, hem, dans lesquelles on va pouvoir ranger les sites pour qu'une fois qu'on est dans un projet, on puisse tout simplement, retrouver facilement le site web et du coup trouver des trucs qui nous ont plu et pouvoir, pourquoi pas, les intégrer au mieux dans notre design. Donc on a rajouté des tags aussi, par exemple, si vous êtes sur un site qui est plutôt moyen, mais par exemple qui a une super section, on va dire témoignages, bah, on peut le mettre dans Raindrop et taguer juste la section qui nous intéressait, c'est-à-dire la section témoignages. Comment ça se présente? Donc on a cette petite, application-là, hem, ce petit onglet-là pour ajouter, et vous avez aussi l'application web qui permet en fait de retrouver toutes vos collections, ultra facilement, et du coup de pouvoir, chiner à nouveau vos références visuelles. Typiquement, si on a un projet pour l'industrie, bah, on va voir un peu ce qui se fait. Voilà, ça a été ajouté le 21 février. Tac, on voit, OK, c'est cool. Bah, ça va m'inspirer. Ça va pas m'inspirer, mais au moins on a déjà des références visuelles qui sont réelles et qui sont aussi, bah, animées, visuelles et visibles. Donc voilà. Voilà pour ce petit outil. J'ai pas trop parlé de Monday, on l'a fait un tout début de webinaire, mais en gros Monday c'est aussi un outil de gestion de projet pour loguer ses temps. On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Julien. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des process, j'espère avoir été assez clair. Très clair. Voilà. Parfait. Tu as quelques petites slides pour terminer, je crois, avec des Ouais, recos? il y a de la bibliographie. C'est des trucs que moi, c'est des ouvrages que j'ai aimés ou que je souhaiterais avoir, pour tout simplement, chiner encore un peu plus de références visuelles. Il y a, le livre pour réussir vos logos. À acheter chez votre libraire, hein, pas chez Amazon, du coup. Exactement, même si un jour on risque de travailler pour Amazon. Heu, du coup, le livre pour réussir vos logos de, Gail Anderson et Steven, Hayler. Donc c'est un livre pour, bah, réussir vos logos. Alors, le titre est un peu trompeur, moi je l'ai acheté, il est vraiment cool, mais en gros, c'est plutôt un descriptif des identités visuelles que vous pouvez retrouver, et en fait, ils ont classé ça par différents types de logos, et vraiment ça, pour de la création d'identité visuelle, c'est vraiment cool. Hem Donc ça, c'est un livre que je recommande. On a aussi Graphic Design de 1890 à aujourd'hui, qui va parler de toute la toute l'histoire du design, bah, de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Donc vous allez passer par plein de mouvements différents. C'est vraiment ultra cool comme livre. Je vous le recommande aussi. Et enfin, Something's Off, là c'est un truc un petit peu plus personnel. J'aime énormément les chaussures, et en fait c'est un livre un peu sur la mode, donc toujours dans cette optique de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est un livre sur, la marque Off-White de Virgil Abloh, qui était un designer, chez Louis Vuitton, et qui avait créé aussi cette marque, Off-White. Et du coup, en fait, c'est un peu un grand livre, des chaussures, et cetera, qui explique un peu les matériaux, qui explique un petit peu les processus de fabrication, comment le mec a trouvé l'idée pour ces chaussures-là et tout. Donc c'est aussi un beau livre en général, et c'est aussi un livre, que je ne vais pas tarder à acheter. Donc voilà. Pour des chaussures recyclées made in France, bien entendu. Bien sûr. Ok, alors ton petit secret inavouable, Loïc, alors? Mon petit secret, bah, je l'ai mis dans une slide discrètement, mais C'était discret. c'était discret. Quand on travaille avec les devs et tout, l'important, c'est vraiment de créer des liens avec eux pour que ça se passe le mieux possible et qu'ils nous laissent un petit peu tranquilles. Et la meilleure façon de créer des liens avec eux, en fait, c'est, de jouer à Mario Kart avec eux et de les humilier constamment. De leur rappeler qu'on est supérieur à eux, sur Mario Kart, et de faire en sorte de vraiment, les ridiculiser afin de gagner leur respect et leur sympathie. C'est Voilà, vraiment un petit parfait. conseil que je vous donne. Voilà. Petit conseil à ne pas dire aux développeurs, bien entendu, sinon ça ne Bien sûr. marchera plus, c'est ça, hein? Effectivement, exactement. Ok, merci pour ce conseil. J'espère que vous êtes resté au bout du webinaire pour avoir ce conseil quand même, qui au final révolutionne totalement le métier du designer.
Alors, on avait quelques petites questions. En tout cas, merci beaucoup, Loïc, pour tout ça. Voilà, vas-y, passe peut-être les slides là pour aller plus loin. Je ne sais plus ce qu'on avait mis, ce qu'on a mis de beau. Alors, le lien vers notre librairie Figma, qui est totalement open source, qu'on met à disposition. On a sué sang et eau pour vous la rendre disponible. Donc, j'ai mis le lien dans le chat, ou on le mettra dans la description sur le replay. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Donc n'hésitez pas, hein, petit call to action, téléchargez la librairie. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, puisqu'on met régulièrement bien, les replays de nos webinars sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez ajouter aussi, bien entendu, Loïc sur LinkedIn, afin de rester au courant de tout ce qu'il poste, parce que c'est un mec, il poste toute la journée, quoi. C'est tout moi, ça. C'est tout lui, donc n'hésitez pas à l'ajouter. Ou si vous avez des questions en lien avec le webinar, bien entendu, ça peut valoir le coup. Je vous mets le petit lien vers la chaîne YouTube et vous pouvez rajouter Loïc Le Gallet directement sur LinkedIn. Et voilà, n'hésitez pas à suivre toutes nos actualités sur LinkedIn. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Si vous avez la moindre question pour Loïc, vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn et lui poser votre question. Si vous avez une question pour moi, allez-y, c'est pareil, c'est open bar. Et puis, merci beaucoup Loïc. C'était merci à tip toi top. pour l'invitation. J'espère que tu as apporté un maximum de valeur à tous ceux qui ont regardé ce webinaire en live et qui regarderont aussi en replay. Allez, à plus. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.